Antoine? Qui? Vie. Qu'est-ce que tu y fais à cette 96 là? Bah tu vois bien, on la remet à neuf. On la remet à neuf, mais plus spécifiquement aujourd'hui, de quoi tu nous parles? Eh bien, nous allons remettre en fonctionnement les freins avant, qu'on a entièrement démontés. Et donc, premier essai de frein à disque chez BM, et qui a été beaucoup décrié. Ce sont les fameux étriers ATE, là, simple piston. En fait, ils sont montés sur un excentrique, il faut régler le parallélisme des plaquettes par rapport au disque, etc. Un des principaux défauts de ce système, c'est que le mètre-cylindre n'est pas au guidon, comme c'est le cas sur toutes les motos qui ont suivi, mais il est sous le réservoir. Donc il y a un câble qui va de la poignée au mètre-cylindre, et ensuite nous disions donc qu'un des défauts de ce système, c'est la déperdition d'énergie qu'il y a entre le câble et le mètre-cylindre. Ouais. En fait, ça marche pas mal du tout. Quand c'est en bon état. Quand tout est optimisé, ça marche pas mal du tout. Ah, Dieu me tripote, quelle est moi ma bite. Oui, parce qu'ils ont mauvaise réputation, parce qu'ils sont en mauvais état. Parce qu'ils sont vieux, souvent, et mal réglés. Oui. Donc, première chose à faire pour que ça freine bien, c'est d'avoir un câble neuf. Il faut que les durites soient en bon état. Là, on a fait une petite entorse à la restauration, on a mis des durites aviation, mais noirs, pour que ça fasse comme à l'origine. De toute façon, BM les livre plus, je crois, ces durites. Donc, d'accord. Même si on voulait... Tu nous disais qu'il n'y a pas meilleur frein. Si, il y a beaucoup mieux. Donc, je disais donc câble neuf, durite neuve. En l'occurrence, Avia. Plaquettes neuves, mais elles sont quasiment inusables, ces plaquettes. Donc là, Bon signe, ça? Non, ça veut dire qu'elles sont peut-être un peu dures. Il n'y a pas des nouvelles plaquettes? Parce qu'elles sont particulières, ces plaquettes, hein? Oui, elles sont un peu en biseau, elles sont très curieuses. Je crois que BM les livre plus, et il reste, Brembo fait des plaquettes, elles sont bleues. Et dernière chose, il faut que les disques soient en parfait état. Ces disques-là, comme ils ont des petits trous, avec le temps, ils ont tendance à s'user le long des trous et devenir complètement ondulés. Donc évidemment, la surface de frottement est... Là, ils ont l'air neufs, là. Ceux-là, ils sont en parfait état. Super. Il faut, une fois qu'on a fait une bonne purge, parce que c'est vrai que le mètre-cylindre, avec le temps, il devient très spongieux, et c'est pareil, les kits pistons sont pas tous disponibles. Tu veux dire que c'est pas réparable Parfois, c'est pas réparable. Si on n'a pas le bon diamètre, ici, tu as un piston. Attention, ne jamais perdre ce petit truc, c'est pas détaillé. Sinon, c'est un mètre-cylindre. D'accord. Les mètre-cylindres se trouvent Je crois qu'on peut les avoir en neuf encore. Complet neuf? Mais ça vaut un bras, quoi. C'est vraiment, si tu remets ça en neuf, c'est que tu es un fan de l'origine. Si tu devais changer un mètre-cylindre et que tu as ce type de Komodo deuxième série, autant mettre un mètre-cylindre au guidon. D'accord. Et tu peux garder tes Komodos, ça se monte en lieu et place. Et là, tu mets une durite avec un petit répartiteur ici, tu gardes tes durites en bas, ça améliore grandement le freinage. Parce que techniquement, historiquement, je veux dire, ce système de freinage, c'est de quand à quand? Enfin, je veux dire, quel modèle? C'est arrivé officiellement sur les 750 série 6. Donc à partir de 74, grosso modo. Les 75-6 Théoriquement, officiellement, les 600 n'en avaient pas. C'était que des freins tambours. Mais j'ai plein de 600 en entretien qui ont un disque. Okay. Les 750 avaient un disque. Mais je me demande si à l'époque, on ne pouvait pas en option prendre deux disques. Parce que j'ai des 750 avec deux disques. Et la 900, par contre, avec deux disques. Celle-ci, tu vois, c'est un 900 série 6, elle a bien ces deux disques. Et le 97, bien sûr, avait deux disques. Et le 97, c'était des ATE? Ah, toujours, oui, les ATE, ça a duré jusqu'à fin 79. Ça s'est arrêté quand, série 7 ou... Série 7, à partir de 80, et là on a mis des... Enfin, BM, moi j'ai rien fait, a mis des étriers Brembo et des mètres-cylindres au guidon. Mais ça a apparu avec la 80 GS et avec les R100 série 7, R80 série 7. Parce que donc il faut commander toutes ces pièces... Sur la boutique. La boutique de la Tunisie. Ils roulent toujours dans une... Mais attention, quand tu commandes les pièces, alors les gens nous commandent le kit piston, mais le diamètre, il y a plusieurs diamètres, il y a eu 15, 16, 17, je crois. Il y en a des mieux que d'autres? C'est le diamètre qui change, en fait. Quand tu as deux disques, tu mets du 17. Et... Ah oui.
Mais bon, ça ne fait pas une grosse différence. Et évidemment, avant de commander, il faut mesurer parce que c'est pas écrit dessus, quoi. Alors, soit il faut démonter, le mieux c'est de démonter le piston, mesurer l'intérieur du logement, et là on connaît le diamètre exact. Et du coup, on démonte le piston pour changer le joint qui est à l'intérieur. Ouais, ce sont les joints, et c'est chiant à faire. Donc, j'ai un client qui m'a bricolé un petit outil tourné en bois qui permet qui épouse la forme du piston, très pratique. Je le remercie encore parce que c'est super pratique. Sinon, c'est vraiment très agaçant à faire. En l'occurrence, on ne change pas ce joint-là aujourd'hui. Bah non. Enfin, j'espère. J'ai pas essayé, mais enfin, elle fuyait pas avant. Il n'y a pas de raison qu'elle fuit. Okay. Parce qu'il y a deux pannes. Soit elle fuit, ça dégueulasse tout, la peinture est toute bouffée là, ou ça pompe ça devient spongieux. Et ça, c'est souvent que le mètre-cylindre c'est usé en tonneau en fait. Moi, ce que je retiens, c'est que ces freins-là, plutôt que de les critiquer, essayons de les garder d'origine parce que si on peut, beau, c'est bien. C'est assez beau. Et donc, tu conseilles une bonne restauration, comme sur tous les vieux freinages, une bonne restauration complète. Voilà. Première chose, donc, changement du câble. Alors, les câbles neufs sont mal fabriqués. Flûte. Ils ont ce diamètre-là. Tu vois, ils ont mis il y a comme un 6 pans. Et en fait, quand tu le mets dans le tendeur, il rentre pas. Ah. La tête rentre, mais pas ça. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est arrondir tout ça avec un touret ou une lime. Enfin bon, en tout cas, ça, c'est la première chose avant de monter le câble. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. C'est parti. Donc, c'est pas la méthode la plus... C'est plus rapide, mais c'est pas la plus précise. Faut avoir un peu de doigté pour faire ça. Alors, c'est un peu ballot d'acheter tout du matos neuf et de devoir... Ah bah oui, une fois que tu as fait ça, faut passer le câble. Et il a une... Alors, c'est le même câble quand tu as un grand guidon et un petit guidon. Le passage est très torturé. Ici, tu as un renfort sur le câble. Il est symétrique, apparemment. Mais en fait, ce renfort-là, il est côté colonne de direction, vers le haut. Donc. D'accord. Et alors, je sais jamais, selon les montages, tu es obligé de le passer par la gauche, le faire revenir au centre, parce que sinon c'est trop long. Parce que si tu le fais passer comme ça, il va être très torturé. En règle générale, les câbles, il ne faut pas qu'il y ait de plis, quoi, c'est ça ? Oui, alors petite subtilité, le tendeur de câble se trouve sur le mètre-cylindre et pas à la poignée. La poignée, c'est juste une butée. Je pense qu'ils ont, et c'est le cas sur tous ces freinages, et je pense que BM a fait exprès pour pas qu'on retende le câble à la poignée. D'accord. Parce que si tu tends trop le câble, tu empêches le circuit de retour de se libérer. Donc pas de réglage en haut si on veut que ce soit strictement d'origine. Voilà, et moi je sais que je l'avais fait sur une des miennes, mais il faut que je vois parce que tu vois c'est juste une butée comme ça. D'ailleurs dans celle-là que j'ai récupérée, il y a encore le feutre qui je crois n'est plus disponible. Donc je vais le mettre. Ah, il y a un feutre. Il y a un feutre. Une sorte de tampon. Oui. Alors je vais commencer par le positionner ici. C'est très vraiment au chausse-pied à mettre, c'est très particulier. Donc première chose. Alors on peut éventuellement, pour faciliter la pose, desserrer un peu le mètre-cylindre, en sachant que le mètre-cylindre, il doit être le plus près possible de cette la partie-là. Colonne de direction. La colonne de direction, il doit juste y avoir la place de passer ici cette distance. Parce que sinon, il touche le réservoir après. Ah oui. Okay. Donc tu vois, il doit vraiment y avoir une petite distance. Pour l'avancer au maximum. Ouais. Okay. Alors là, je vais le bouger un peu, ça va me permettre de le mettre en place. Et d'origine, il tient qu'avec un serflex métallique. Oui, mais c'est un grand serflex. Oui, non mais ce constat. Voilà. Alors, mettre un petit peu de gras sur la gaine, comme ça permet de... De toute façon, ce genre de truc, c'est bien quand c'est gras, tout ça. Hein ? Ah oui. Le gras, c'est la vie. Oui. Voilà. Là, le truc est bien positionné. Si on remet
Tiens, petit détail aussi, il n'y a pas d'interrupteur de stop sur la poignée. C'est en fait un capteur de pression qui est ici. Tu vois, tu as les deux connexions. Oui. Et c'est la pression en fait qui déclenche le feu stop. Donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de bitonio devant. Ok. Donc, mais alors, ces deux prises qui sont au-dessus, là? Ça, c'est un truc qui t'indique quand le niveau est trop bas. Mais comme tout l'ensemble, c'est une espèce de petit flotteur. Et ça prend du jeu avec le temps. Et en général, quand ça s'allume, c'est juste que c'est vieux. Mais une fois, le petit tampon. Il s'ouvre en deux. Il s'ouvre en deux comme ça et il se met autour du truc. Et ensuite, tu le fais coulisser là-dedans. Toujours pareil, avec du bon gras. Ah, parce que ça s'appelle du bon gras. Voilà, c'est une graisse à chaîne pas trop épaisse. Mais ça peut être de l'huile moteur, oui. n'importe. Toi, tu mets volontiers de la graisse à chaîne. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est une graisse qui est assez intéressante, parce qu'elle... Oui, alors c'est compris, la graisse à chaîne, au début, elle est très fluide, et elle se... Oui, et après, elle se fiche plus tard. Voilà, elle va pas, du coup, elle va partout, grâce au diluant. Donc, elle est très liquide quand tu la mets, enfin, assez liquide quand tu la mets, et ensuite... Et donc là, tu l'enfiles dans le trou. En tout bien, tout honneur. Tac. Là, tu mets du gras, toujours pareil, sur la gaine pour pouvoir manipuler ce petit caoutchouc qui vient se mettre comme ça. Alors, tu vois, c'est un peu raide. Regarde, quand tu vois comment il plie ici, ça fait peur. Hein. Tu vois, ça plie comme ça. Putain, ouais, c'est tendu. Ouais. Ah, et une autre technique qui consiste à le faire passer par ici. Et pour qu'il plie un peu moins. Je vais essayer. Ok. Donc, deuxième passage. Alors, tu lui fais passer le truc. Ça, c'est le passage officiel. Mais c'est valable si tu as assez de longueur. On rentre là. Et tu vois, c'est ici. Et... on rentre à droite, évidemment, il n'y a pas faire. Et on ressort à gauche. Oui. Pas très intuitif comme truc, mais donc, attention les doigts, je vais juste faire ça. Donc voilà, c'est plus, tu vois là, c'est plus fluide. Chaque fois, j'essaye de faire comme ça, mais ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et on arrive ici. Donc ça, c'est le bon passage. Voilà. Voilà. Et là, tu vois, ça travaille beaucoup moins. Ça qui est bien, c'est l'humilité. L'humilité ambiante. C'est ça. Il faut être très, très humile. Petit détail. Selon les modèles, les premières séries, elles avaient des cocottes, comme on dit, ça c'est ce qu'on appelle la cocotte, de série 5. Oui, d'accord, avec les anciens boutons. Avec les anciens boutons et les anciens leviers. Dans les anciens leviers, tu avais le petit arrêt de câble, il faisait comme ça, 8 mm de diamètre, il avait cette gueule-là là, avec un petit épaulement. D'accord. Et ça rentrait dans le levier. Attends, je me rapproche, je fais la mise au point, parce que des fois tu vas vite. Et ok, donc le gros, c'est moi. C'est plus récent. Et le petit, c'est pour ceux qui ont les cocottes de série 5. Voilà, mais alors ce modèle, je ne sais pas s'il est hybride ou quoi, parce que normalement, quand tu as le gros en haut, tu as le gros en bas. Et là, c'est pas le cas. Tu as le petit en bas, tu vois, si tu regardes sur la biellette du mètre cylindre, ça épouse parfaitement la biellette, que si tu mets le gros, ça ira pas. Ouais, d'accord. Donc c'est un mélange des deux, mais bon, je pense que c'est peut-être comme ça. Tu sais. Tu commandes les pièces à l'atelier du Rook toujours, dans la boutique de l'atelier du Rook, tu reçois toutes les dimensions. Ah ben non, c'est là où il ne faut pas se planter. D'accord, il faut démonter avant, regarder. Mesurer, bien voir les diamètres, 8 mm, éventuellement 10 mm. Passer un petit coup de fil à l'atelier. Non, mail, pitié, mail. Les coups de fil, c'est que pour les vrais problèmes techniques bizarres. Donc tu as une petite fente qui te permet de passer le câble, de mettre le câble dans le truc. Et ensuite, ici, tu as une fente sur le levier aussi. Une fente et un trou. Voilà, en gros. C'est malin. Donc, à l'autre bout. À l'autre bout, pas oublier de remettre ce petit truc qu'il ne faut pas perdre, comme chacun sait. Tu mets ça comme ça. La petite tige poussoir. Voilà. Et là, le mètre cylindre est vide, donc on est content. Ce sera pas trop compliqué de ramener le levier. Donc on met le petit arrêt de câble et
Voilà, et tu pousses là-dessus. Mais, et comme tu peux constater, tu vois là, le piston, il est en position repos. Tu vois, il faut vraiment donner le maximum de garde, de moins au début, parce qu'après, il faut purger tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Donc là, tu as changé le câble. Le câble, l'arrêt de câble, tu vérifies que tout est libre. Il faut toujours bien graisser ici. Ouais, petit détail. Ça, tu me dis ça sur toutes les motos. Hein. Toutes les motos, il faut bien graisser ici, tu vois, parce qu'il faut que le câble suive le mouvement du levier. Il ne faut pas qu'il plie ici. D'accord. Et si, au bout d'un certain temps, c'est gras, et le câble plie et se casse. Ok. Bon, le frein avant, en général, ça tire tellement fort que ça suit le mouvement de toute façon. Alors maintenant, la purge. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mètres cylindres-là n'ont pas assez de puissance pour s'auto-amorcer. Ah, donc la purge, c'est une purge. C'est une purge. Quelle purge, cette Je purge? peux te dire, sur ma première moto que je me suis construite moi-même, qui était un mélange chez i5-6, machin, qui avait ce mètre cylindre-là, je pense que j'ai mis une journée à essayer de le purger. À purger, je suis un défi. Et après, je me suis dit, bon, soit le machin est fichu, soit il faut le pré-remplir. Donc, pour le pré-remplir, notre seringue magique, et tu vas remplir par en bas. Et ça te donnera aussi l'information de savoir si ton circuit de retour se fait bien. Parce qu'en principe, si tu remplis par en bas, ça veut dire que c'est pas bouché là-haut. Voilà, ça doit se remplir parfaitement, très bien, librement. T'attaques la purge, donc? Oui. Donc, par en bas, tu disais? Oui, je vais pré-remplir le circuit par en bas, directement avec les vis de purge de l'étrier. Mais ça, c'est une technique que tu utilises pas que sur ces modèles? Pratiquement, je fais ça surtout parce que ça va hyper vite. Ouais. Virer les bulles d'air. Et tu as vu sur les vis de purge, ça, c'est des petits chapeaux d'origine ATE à garder précieusement parce qu'à mon avis, je crois. C'est des petits capuchons en plastique qui vont sur le caoutchouc, qui vont là-dessus. Cache-poussière. Ouais. D'accord. Et je ne sais pas s'ils sont toujours livrables. Comme cette moto, on doit la faire aussi proche de l'origine que possible. Donc la technique, c'est quoi? Tu commences par un côté, tu fais un passes côté, d'un côté à l'autre. Putain. Quel con qui a serré ça? Ça fait longtemps. C'était en 1970. Ouais. Tu laisses la clé dessus, tu remplis la seringue avec du liquide. Ta seringue? Une seringue pour faire des prises de sang à un cheval, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. Ce sont des seringues que tu prends à la pharmacie, c'est des seringues de vétérinaires. Alors, il faut leur dire que c'est pour la mécanique, sinon ils vont penser que tu es un gros camé. Un junkie. Un junkie, mais gourmand, quoi. Et petite astuce, le joint à l'intérieur. Ah oui, mais ça je l'avais dit la dernière fois. Oui, le joint, il supporte le joint qui est sur les seringues habituellement, il supporte pas les produits hydrocarbures. Ouais. Donc assez rapidement, il se met dans tous les sens et moi je le remplace par un joint torique. Tout simplement. Ouais. Une seringue avec un joint. Et là, je mets au bout de la seringue un tuyau c'est les tuyaux de batterie là, qui permettent de s'adapter. Alors il faut évidemment, ils durcissent un peu avec le temps. Voilà. Hop, c'est en place. Là, tu peux ouvrir le truc. Tu fais partir les bulles d'air qu'il y a dans la seringue. D'un quart de tour, c'est ça? Bah oui, suffisamment. Et normalement, si la vis de purge n'est pas bouchée, regarde, aux surprises, je pousse un tout petit peu, regarde. J'entends frilou, plouch. T'entends? Fais gaffe parce que il peut y avoir sur ton appareil waterproof. Et hop, aux surprises. C'est un peu dur, mais je pense que c'est... Attends. Donc là, tu changes de côté. Allez, on voit la purée. Ah oui. Ouais, ça remonte. Tu dois avoir des petites bulles. Oui, il y a eu 2-3 bulles, des petits machins, des petits remous. Comme s'il y avait des têtards et d'avis. C'est pas tellement sale ce qui remonte. Forcément, c'est vide. Non, mais ça aurait pu, je sais pas. Ah bah non, c'est surtout que c'est neuf. Mais oui. Durite neuve, bien sûr. Médecine neuve. Je vois pas de niveau. Hein? Je vois pas de niveau à ton bocal. De niveau, c'est-à-dire? Max, min. Oh bah, plein c'est là. Hein.
Non, mais voilà, il n'y a pas de niveau maximum, minimum, donc tu mets... Bah là, on est déjà presque au niveau maximum. J'aurais d'ailleurs pu... J'aurais pas de réponse à ma question, donc. Non, Il est où je refuse de répondre à cette question. Où était le niveau maximum? Mais le niveau, tu le remplis, quoi. Ok, mais que ça déborde pas trop. Oui, voilà, mais de toute façon, le niveau a tendance à descendre naturellement. Bon, là, je reprends un peu... Le niveau de la mer, il paraît que ces derniers temps... Oui, il a plutôt tendance à monter, j'ai entendu ça, je sais pas pourquoi. Dans le poste, t'as entendu ça comme moi? Oui, c'est une information récente. Personne ne sait pourquoi. Il paraît que c'est qu'il y a trop de bateaux. Chaque fois que tu mets un gros bateau dans la mer, ça fait monter le niveau. Ça fait monter le niveau. Et quand les gens se baignent... Ouais, et en été, le niveau le plus haut. Et hop, plein de petites bulles là qui sortent. Plein de petites bulles, ça veut dire qu'il y avait de l'air. Normal, c'est rare. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand, comme je te disais, on règle les étriers, le parallélisme des étriers par rapport, des plaquettes par rapport au disque, et tant que c'est pas bien réglé, tu as beaucoup de mou dans la poignée. Donc tu penses que ta purge est ratée, qu'il y a plein de bulles d'air, mais en fait c'est juste parce que tes étriers sont pas bien réglés. Ensuite tu fignoles la purge à l'ancienne, quoi. Tu vois, tu pompes comme ça. Ouais. Tu te mets à fond, tu ouvres, tu refermes sans lâcher la poignée, et là tu pompes. Parce que si tu relâches la poignée, ça va réaspirer de l'huile. Ce qu'il faut, c'est pas faire partir c'est pas le liquide qui m'intéresse, ce sont les bulles d'air. Faire disparaître les bulles d'air du circuit. Voilà. Car en effet, les bulles d'air sont compressibles, alors que le liquide ne l'est point. Exact. À ce stade de la purge, on n'a pas encore une pression géniale. On va commencer à affiner un petit peu le parallélisme des plaquettes par rapport au disque. Comme je te disais, tu as un excentrique ici. Alors, il est très chiant à atteindre. Ça te faut un gros tournevis plat. Il faut qu'il tourne. Quand tu tournes la vis... Et tu vois, tu as un excentrique. Et tu vois, l'étrier, il fait une sorte de 8. Il dessine une sorte de 8. Ok. Alors, l'idée, c'est que tu as deux réglages possibles. Un où le disque est le plus loin du centre de la roue. Et un où il est un peu plus près du centre de la roue. Il faut évidemment régler à l'endroit où il est le plus loin possible du centre de la roue. C'est là où tu auras le plus d'efforts possible. Et c'est là où on a besoin d'un minimum de pression. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Est-ce qu'il bouge? Tu vois, il bouge un petit peu. Donc tu te mets en pression et tu cherches l'endroit où il est, où tu vois, où tu es gauche et droite. Quand tu es en pression, ça doit avoir la même résistance quand tu es en vissé-dévissé. D'accord. Donc là, tu t'approches de quelque chose tu diminues le jeu. Parce que plus il y a du jeu, s'il y a du jeu, tu peux pas avoir de pression. Et là, c'est la même chose de ce côté. Donc l'autre côté, pareil. Ouais. Tu tournes dans un sens et dans l'autre en mettant la pression. Mais bon, j'ai pas beaucoup de pression pour l'instant, donc c'est pas idéal, mais c'est une première approche, on va dire. Et il faut que, en tournant dans un sens et dans l'autre, ce soit dur. Si tu es en bonne position, et le test ultime, c'est que la roue doit tourner librement, ce qui est le cas pour l'instant. Tu vois, là, ça commence à freiner un petit peu. Et quand je freine pas, hop. Voilà, donc là, on commence à se rapprocher. Du coup, là, ça a amélioré? Là, je commence à avoir un petit peu de pression, tu vois. Ok. Il y en a de plus en plus. Tu comprends pas pourquoi. C'est assez mystique, ce mètre-cylindre. Il faut donner des petits coups, tu chasses les petites bulles. Nous, on est venu chercher des explications d'ingénieurs. Si c'est pour nous donner des cours de mysticisme, on est là pour faire de la mécanique, monsieur. Écoute, là, on est pas mal. J'ai une pression qui est pas trop mauvaise. Je vais pouvoir affiner le réglage des excentriques parce que du coup, j'aurai plus d'efforts sur les plaquettes. Il faut régler l'excentrique pour récupérer un peu de pression. Une fois que tu as récupéré un peu de pression, il faut tu peux régler régler l'excentrique. Voilà, T'as raison que c'est ésotérique.
Détail intéressant aussi, c'est que là, on a tout démonté, tout remonté, mais il faut impérativement faire une petite manipulation quand tu as démonté, remonté la fourche, la roue et tout, pour s'assurer que les deux tubes sont parfaitement parallèles. Tu sais, quand tu mets l'axe de roue, tu as un épaulement ici qui plaque la roue quand tu serres qui plaque la roue sur le fourreau de gauche. Mais ici, le fourreau de droite, il est libre. Il est libre. Il y a deux techniques. Donc ça, là, je l'avais déjà préserré parce que sinon, j'aurais jamais pu avoir de pression. Tu nous promets que c'est un lien avec le freinage après? Absolument, c'est indispensable. Donc il y a deux techniques. Soit quand la moto, tu as juste changé les plaquettes. Donc là, tu libères. Là, je desserre le fourreau de droite, qui du coup, tu peux le bouger comme ça pratiquement. Ok, d'accord. Donc si tu peux le bouger comme ça, en fait, là, tu as le gauche qui est fixe, la roue qui est collée là. Si tu peux bouger ce fourreau comme ça, en fait, les tubes, il y a suffisamment de jeu pour que tes fourreaux soient pas parallèles et qu'il y ait une contrainte, en fait, dans le coulissement des fourreaux sur les tubes. Et par le fait, ça a une incidence aussi sur la rigidité de l'ensemble par rapport au disque de droite, notamment. D'accord. Et problème de pression aussi, parce que s'il y a trop de ressorts... Donc là, il est conseillé de libérer. Donc de libérer, et si ta moto... Bon là, je le fais pas parce que y a une technique qui consiste, quand tu as juste changé des plaquettes, tu fais tourner la roue et clac, tu donnes des coups de frein bien vifs et ça met un coup de pression. Là, ce que je vais faire ce qu'il y a de mieux, c'est que je vais faire coulisser la fourche. Donc je vais descendre le pont, débéquiller la moto et faire coulisser la fourche. Je vais te montrer ça. Ok. Or donc, disait-il? Oui, pour s'assurer que les deux tubes sont parfaitement parallèles, je fais bouger la fourche. Mais je ne pouvais pas le faire tant que je n'avais pas un minimum de pression, parce qu'il faut bloquer la roue, évidemment. Donc je débéquille. Premier débéquillage depuis qu'on a commencé les travaux sur cette moto, je freine et je fais bouger la fourche comme ça. Ok, pour que ça se mette bien en place. Je rebloque, là, sans rien toucher, surtout. Hop. Et là, tu vois, là maintenant, le fourreau va être bloqué sur l'axe, exactement à la bonne place. Super. Donc là, tu règles ton excentrique. Tu vois, et là, en fait, là, je suis en pression. Donc là, il faut être pas à fond. Tu vois, mais tu freines un peu et tu manipules le tournevis. Je freine un peu et je manipule le tournevis, tu vois, pour être sûr. Tu vois, là, je suis en appui à droite, appui à gauche, appui à droite, appui à gauche. Il faut que l'appui, que pratiquement, l'étrier ne bouge plus, quoi. Et là, on est arrivé on va dire, à un réglage convenable. Oui. Et je vais faire la technique de l'élastique, enfin, la technique de la mise en pression de l'étrier. Je vais mettre un collier là. Pour la nuit, et demain, quand je relâcherai, il y aura toutes les bulles d'air qui restent, les micro-bulles d'air qui devraient sortir par là. Et une fois demain, quand j'aurai fini, si je trouve que la garde est trop... Tu me demandais la vis de réglage sur le guidon. Si je trouve quand même que la garde est un peu trop près du guidon, voilà, mais tu vois, tu desserres. Et puis, quand tu desserres, en fait, tu diminues la garde au guidon. Ok. C'est ça, oui. Bon, faut pas le mettre trop serré non plus pour pas mettre une pression de malade sur le kit piston, mais. Et donc c'est aïe. Il n'y a plus qu'à attendre. Et après, attention, parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as des plaquettes, etc. Il faut, en sortant, et c'est là où c'est chaud, c'est que quand tu changes des plaquettes sur ce genre de moto, tu refais tout bien, mais ça freine pas au début. Mais ça freine pratiquement pas. Ah. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu roules pratiquement frein serré pendant déjà 3 tours du pâté de maison, frein serré, en donnant des coups de frein longs comme ça, et à un moment, ça va devenir de plus en plus dur et freiner de mieux en mieux. Mais au début, ça ne freine pas. Et tu me demandais pour des plaquettes, je vais te montrer la gueule qu'elles ont. Ah. Elles sont biseautées. Tu vois ? Voilà, c'est ça qui est très étrange. Ok. Donc tu as un côté, ça c'est le côté étrier, tu as un petit joint torique, et l'autre côté, tu vois, tu as 2 petites formes comme ça qui viennent se mettre dans une espèce de fourche qu'il y a côté roue, quoi. D'accord. Et plaquette en biseau, ça, jamais vu.
J'aurais dit que c'était anglais, moi, tu vois, comme idée. Oui, si, il y a quelque chose d'intéressant. Ne pas démonter les pistons s'il n'y a pas de problème, les pistons des étriers, parce que les joints ne sont pas disponibles seuls. Il faut acheter tout le kit et qui vaut chez BM 180 par. Mais enfin, ils sont hyper costauds à côté de ça. Tant qu'ils ne sont pas grippés, faut pas toucher. Ok, bon, bonne route les gars.